Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous présente le Journal des territoires. Bonjour à tous et bienvenue en ce vendredi dans notre émission avec la presse quotidienne régionale, les télés locales de France et le réseau Via Télévision, les Indes radios qui sont également nos partenaires, 130 radios sur tout le territoire français et avec TV5 Monde. Dans un instant, le JT des territoires que je vais vous présenter, puis ensuite, après la météo, c'est l'invité de Territoire d'Info. Aujourd'hui, c'est une ministre, c'est Elisabeth Borne, la ministre chargée des Transports, qui sera sur ce plateau. Nous parlerons évidemment de l'arrêt de l'Airbus A380 avec elle. Puis, en fin d'émission, c'est l'actualité parlementaire, vous en avez l'habitude. On se retrouve tout de suite pour le JT des territoires. A tout de suite. Bonjour à ceux qui nous rejoignent dans l'actualité pour ouvrir ce journal. Nous allons à Toulouse. Le patron d'Airbus a annoncé cette semaine la fin de l'A380. Faute de commandes suffisantes, la production du très gros porteur long courrier ne pourra être maintenue. La fin d'une ère. Les salariés sont-ils menacés? Voici quelques réactions recueillies par notre partenaire Via Occitanie. Je le regrette parce que c'était vraiment un appareil magnifique, extrêmement performant. Il n'a pas trouvé son marché. Ce sont des choses qui arrivent parfois dans l'économie. Heureusement, Airbus a une gamme de production extrêmement variée, qui marche beaucoup, pratiquement 10 années de carnet de commandes devant lui. C'est quelque chose qui n'est jamais arrivé. Et donc je ne suis pas très inquiet pour les emplois. Alors oui, évidemment, il y a beaucoup d'émotions parce que c'est un programme qui a été très emblématique pour Airbus. On a à peu près 3000 ou 3500 personnes qui sont sur le programme A380 qui vont être remis sur d'autres programmes. On va regarder ça avec nos partenaires sociaux. C'est ce qu'on va faire à très court terme. On leur doit ça et on veut le faire de façon très constructive et collaborative comme le fait Airbus. Et le 380 est l'avion qui malheureusement est derrière nous. Et le 350, le 330 Neo, le 320 Neo sont les machines du futur. Et on est en train de regarder devant et de voir comment les salariés qui ont travaillé sur le 380 vont pouvoir nous aider. C'est un coup quand même qui se prépare depuis quelques temps. Les annonces de compagnies aériennes qui n'arrivent pas de prise de commande, une compagnie aérienne majeure, Emirates, qui transforme ses dernières commandes qu'elle avait passées il y a un an, en janvier 2018, qui avait permis de sauver le programme à la dernière limite, et puis qui dit maintenant, écoutez, je prends un autre appareil. Là, je crois que c'est vraiment, oui, un ensemble d'annonces, peut-être pas de coups durs, mais d'annonces qui font que voilà, la décision a été prise ce matin par la direction d'Airbus d'arrêter ce programme. Dans l'actualité de cette fin de semaine, autre annonce qui a été beaucoup commentée à Bordeaux, cette fois le maire de la ville, Alain Juppé, quitte ses fonctions pour être nommé au Conseil constitutionnel. Un véritable crève-cœur, c'est ce qu'il a déclaré très ému lors de sa conférence de presse. Il quitte la vie politique et sa ville. Voici ce qu'en pensent les Bordelais interrogés par notre chaîne partenaire, la chaîne du groupe Sud-Ouest TV7 en Gironde. J'étais pas au courant. Ah oui. Indifférent. Un petit peu décevant, moi je l'aimais bien, il avait une bonne bouille. Je suis surpris. Moi j'aime bien le bonhomme. J'ai pas de réaction par rapport à lui parce que ça n'a jamais été ma tasse de thé, donc non, je le regretterai pas. On perd un homme de valeur à Bordeaux. Mais c'est une très bonne chose. C'est un constructeur, moi j'ai compris ça entre le tram et on peut voir des grues un petit peu partout. Voilà, ce qui me gêne un petit peu, c'est l'impact que ça a directement en fait sur les Bordelais, en tout cas sur l'habitat. Moi je viens de Paris et je vois qu'on est en train de se mettre presque au même loyer que Paris, quoi. Beaucoup de gens qui voudraient se loger à Bordeaux ne peuvent pas, ils vont à la périphérie lointaine. Je pense que c'est pas pour rien qu'on est un bastion de gilets jaunes. Je pense qu'il a fait des bonnes choses, après en espérant que son successeur fasse aussi bien. Vous pensez à qui en successeur? Alors ça, c'est une autre histoire. Je pense qu'il y a des rumeurs sur quelqu'un qui pourrait venir de Paris. Honnêtement. On a toujours fait avec des gros calibres. Si c'est quelqu'un qui veut faire du social et pas tout miser sur le tourisme, je veux bien. Je pense qu'il a déjà trouvé pour la suite. Je pense que son successeur, il est déjà...
Et puis de bonnes nouvelles sur le front de l'emploi. Le chômage en France recule. Les derniers chiffres annoncés cette semaine le montrent. Un peu partout en France, des secteurs recrutent. Dans le Gard, c'est plus de 1000 postes qui sont à pourvoir dans le secteur agricole. Éclaircisseurs, tailleurs, cueilleurs, mais aussi manutentionnaires ou préparateurs de commandes. Si vous êtes intéressé, participez bien à ce reportage. Regardez-le, il est signé Julie Darling de Via Occitanie. 1 millier de postes sont à pourvoir dans le secteur agricole gardois. Des éclaircisseurs, des tailleurs, des cueilleurs et autres amoureux de la nature se sont donc donné rendez-vous à Saint-Gilles. S'ils sont nombreux à être embauchés, peu de salariés finiront vraiment par travailler une saison entière sur l'une des exploitations. Ces producteurs maraîchers sont à la recherche d'une quarantaine de saisonniers. C'est compliqué de trouver des personnes qui veuillent travailler pendant un mois ou deux, sans jour d'arrêt, sauf intempéries, sauf voilà. Dans d'autres activités, il y a des postes réguliers. Chez nous, on dépend de Dame Nature. C'est d'ailleurs pour ça que le forum est organisé aussitôt pour anticiper les premières cueillettes de l'année, les fraises. Dès le mois de mars, par exemple. Il faut pouvoir trouver des candidats au pied levé. On a des exploitants qui nous appellent le matin en nous disant là, il va me falloir une cinquantaine de personnes d'un coup. Le domaine agricole peine toujours à embaucher dans le Gard. D'après la FNSEA, 50 000 emplois saisonniers seraient non pourvus. Le bio près de chez vous, depuis quelques mois, un tiers des collégiens peut déguster à la cantine des yaourts bio et produits à moins de 100 km de chez eux. Pour cela, le département a fait appel à Cardelet, une société argenteuillaise. Elle produit des yaourts bio et locaux depuis 2013 et devrait fournir les 110 collèges du Val d'Oise d'ici la fin de l'année. Michael Joly pour Via Grand Paris nous raconte cette histoire. Pour ces élèves du collège La Bruyère d'Ony, le dessert aujourd'hui est un yaourt. Mais pas n'importe lequel, c'est un yaourt de la marque Cardelet, bio et produit dans le Val d'Oise. Ce produit rejoint ainsi les autres produits bio servis quotidiennement dans les cantines. Les produits bio, on est à entre 15 et 20% actuellement dans les collèges, que ce soit le yaourt, qui sera un produit supplémentaire, mais c'est déjà le cas pour les fruits, pour les légumes, pour le pain. Ils utilisent déjà, de toute façon, c'est une obligation et une volonté du département que d'avoir 15 à 20% de produits bio dans les collèges tous les jours. Le département ambitionne d'atteindre les 20% d'ici la fin de l'année. Un seuil qui deviendra obligatoire dans les cantines scolaires à compter de 2022 avec la loi alimentation votée en fin d'année dernière. Pour l'heure, le yaourt est proposé une fois par semaine dans 35 des 110 collèges du département et ce, sans surcoût. D'ici la fin de l'année, il devrait être généralisé aux autres établissements. En attendant, l'initiative semble convaincre les élèves. C'est bien, parce que ça vient, c'est du territoire, on sait d'où ça vient. Je passe mon temps à manger des yaourts, donc ceux-là ils sont très bons. Moi au début j'ai peur de manger des yaourts, parce que quand je vois des vidéos, des fois sur internet, ça montre des vaches dans des endroits un peu maltraités, des choses comme ça, et puis là du coup ça me rassure. Ce yaourt est produit ici, à Argenteuil. Créée en 2013, la société Cardelet produisait au départ des yaourts à boire. Racheté en 2016, Bruno Didier et sa femme se sont lancés dans la production de yaourts classiques. L'ingrédient de base est toujours resté le même, un lait bio et produit pas loin. La démarche de Cardelet, à l'origine, c'était de vendre du lait et des yaourts bio, avec la démarche éco-responsable de faire du local. C'est-à-dire qu'il faut s'approvisionner en lait à moins de 100 km d'ici. Donc on s'approvisionne dans des fermes bio qui sont à la limite du département du Val d'Oise, un peu au-dessus de Gisors, qui sont les premières fermes bio disponibles pour nous. En plus de la restauration collective, les yaourts sont également commercialisés dans certaines grandes surfaces et magasins bio de la région. Il faut compter entre 1,80 € et 1,90 € pour 2 pots en fonction du parfum. Nature, avec ou sans sucre, fraises, abricots, vanille et citron. Pour finir ce JT, vous allez découvrir les travaux titanesques qui ont lieu sur la plage de la Baule en Loire-Atlantique. La plage de la Baule qui accueille 80 000 estivants, perd du sable chaque année. Et pour y remédier, elle fait appel à l'entreprise Ecoplage. C'est la seule société au monde à installer un système de drainage sous le sable. Le chantier vient tout juste de se terminer. Les explications d'Anaïs Michaud pour Télénan, notre chaîne partenaire. 215 000 mètres cubes de sable avaient été ajoutés il y a 15 ans à la Baule. Mais comme 7 plages sur 10, celle-ci subit une érosion constante, aux conséquences lourdes. La plage se creuse dans son centre. Donc ce sont des problèmes pour le bon fonctionnement de la station.
avec un risque. Alors on a des infrastructures qui sont faites, des plans inclinés, mais si on a un creusement du sable, on a des problèmes de niveau. Et puis même de soutèlement du remblai, hein, c'est un problème majeur. 1 300 000 €, 3 mois de travaux et une dizaine de personnes mobilisées, c'est le plus gros chantier français de l'entreprise nantaise Ecoplage. Objectif, enfouir 3,5 km de tuyaux sur 1 km de plage. Des drains qui vont recueillir l'eau qui jusque-là s'écoulait sur le sable depuis la terre à marée basse. On ne pompe pas dans la plage. L'eau elle est juste recueillie dans cette station de pompage, tout est par gravité. Donc encore une fois, c'est parce que la nature a horreur du vide, donc on crée ce vide. Et ça percole dans la station de pompage qui est là-bas. Et après on évacue l'eau. Donc une partie de l'eau est utilisée pour l'aquaball et l'autre partie est rejetée en mer sur le rejet qui est là-bas. Grâce à une station de pompage et une pompe à chaleur, une partie de l'eau sera récupérée pour remplir et chauffer les bassins de la piscine Aquaball, qui devrait ouvrir fin septembre. Voilà, on continue ce JT avec dans un instant les unes de la presse quotidienne régionale qu'on regarde ensemble. À tout de suite. Saveria, ce vendredi, une bonne nouvelle. Le chômage au plus bas depuis 2009. C'est à la une de l'Alsace, un des journaux du groupe EBRA. L'amélioration sur le marché du travail se confirme au 4e trimestre. Le taux de chômage a reculé de 0,3 points, se situant désormais à son plus bas niveau depuis 10 ans, à 8,8% sur l'ensemble du territoire. Le chômage a reflué plus nettement que le laissait envisager les créations d'emplois dans le secteur privé. Un écart difficile à interpréter. À ce stade, il n'est pas exclu que les chiffres soient un peu revus à la hausse ultérieurement. Voilà, à la une de la dépêche du midi, The End, il s'agit de l'Airbus A380 qui s'arrête. On reçoit d'ailleurs Elisabeth Borne tout à l'heure. Faute de commandes suffisantes, la production du très gros porteur long courrier ne pourrait être maintenue. Annonce de Tom Enders, le président exécutif d'Airbus hier. Emirates, la compagnie de Dubaï, principale cliente de l'appareil, a informé Airbus qu'elle ne voulait plus d'exemplaires supplémentaires du très gros porteur long courrier. Elle a choisi de réduire son carnet de commandes de 39 à 380. Le Super Jumbo est pourtant l'avion préféré des passagers dans le monde entier. L'arrêt du navire amiral d'Airbus tombe au moment où son rival, Boeing, célèbre en grande pompe le 50e anniversaire de son 747. La disparition de l'A380 en 2021 ne devrait pas avoir de conséquences sur l'emploi au sein du groupe. Voilà, et l'écho de Haute-Vienne, bien sûr, revient sur Emmanuel Macron à Gargilès, toute la rancœur du monde rural à la une de l'écho de Haute-Vienne. Le chef de l'État était dans l'Indre hier pour se confronter à la réalité du monde rural, aux contraintes du territoire. Manque de médecins, de maternités, de réseaux, de trains, d'emplois aidés dans le village de Gargilès. Emmanuel Macron a écouté les maires, lui exposer les handicaps du monde rural avant de défendre sa politique, mais sans faire d'annonce concrète pour sa 7e étape du grand débat. Le chef de l'État n'avait pas choisi ce village de 300 habitants par hasard. Son maire, Vannick Berberian, est le président de l'association des maires ruraux de France qui fédère 10 000 élus de tous bords politiques. Une façon aussi d'adresser un message d'apaisement aux élus locaux. Voilà, et elles arrivent à J-100 du scrutin. Ce sont les européennes et c'est à la une du Télégramme, journal dirigé par Hubert Coudurier. Ce sera le dimanche 26 mai. Nous allons élire nos 79 représentants au Parlement européen. Au total, 373 millions de citoyens vont voter pour plus de 700 députés au Parlement. Les eurosceptiques pourraient rafler jusqu'à 132 sièges. Depuis 1999, le PPE, le Parti populaire européen, est toujours arrivé en tête en nombre de sièges. Ça devrait se reproduire. La gauche, elle, pourrait perdre 30%, et ne compter plus que 133 élus. Alors pour certains, c'est une bonne nouvelle. Pour d'autres, non. C'est Centre Presse qui titre sur le possible retour du loup en Poitou, Saveria, ce matin. Pour l'instant, il n'y a pas de preuves, seulement des indices. L'Observatoire du loup affirme que des animaux circulent dans le sud de la Vienne. La préfecture dément. La présence de loups dans le Poitou n'a pas officiellement été avérée, mais leur passage est probable, selon l'avis des spécialistes. Il s'agirait d'animaux isolés d'émeutes. Merci Saveria. Et puis j'ajoute la nouvelle tribune qui sort aujourd'hui, tribune territoriale avec du global, du local, beaucoup de local et également de la proximité. Jean-Christophe Tortora et ses équipes lancent ce nouveau numéro de la tribune à partir d'aujourd'hui. Voilà, on les recevra sur ce plateau. Dans un instant, on continue. Eh bien, c'est le club de la presse spéciale aujourd'hui. On va parler de la Tour Eiffel. Ça, c'est passionnant. Et j'ai invité pour en parler Gaëtane Bossard du Parisien. Bonjour Gaëtane. Vous êtes
êtes responsable des éditions de Hauts-de-Seine, mais vous êtes une Parisienne qui va contribuer, on espère, à ce que les Parisiens reviennent visiter la Tour Eiffel. J'accueille d'ailleurs aujourd'hui son directeur général, c'est le directeur général de la société d'exploitation de la Tour Eiffel, ça s'appelle comme ça. Bonjour Patrick Branco-Ruivo, merci d'être sur ce plateau avec nous. On va parler de cette magnifique Tour Eiffel dont vous voulez en fait comment faire venir de nouveaux visiteurs autres qu'étrangers, c'est ça le but au départ, et que des Franciliens se réapproprient cette Tour Eiffel, ils y viennent moins que des étrangers. C'est curieux, non? Bonjour Cyril Viguet, effectivement on a un peu un paradoxe aujourd'hui, puisque on a 80% des visiteurs qui sont étrangers à la Tour Eiffel et 20% de visiteurs français, et on n'a que 2% de visiteurs parisiens. Ça paraît tout le monde est très peu. Tout le monde est très attaché à la Tour Eiffel et c'est un paradoxe. Les gens ne viennent pas la visiter parce qu'ils disent c'est pour les touristes, on la connaît, donc on n'y vient pas. Et pourtant, ça les rassure de la voir, ça les rassure quand ils la voient scintiller, ils sont très heureux. Et du coup, on a effectivement une sorte de paradoxe. Et du coup, il faut effectivement les faire venir à la Tour pour profiter des jardins. On a vu les images depuis le Trocadéro, depuis l'Esplanade. C'est le plus bel endroit pour la voir, c'est depuis le Trocadéro ou pas? Moi, je dirais que de Paris, c'est chacun à son endroit. Ça peut être de son appartement, ça peut être du Trocadéro, ça peut être du Champ de Mars. Voilà, la Tour Eiffel, elle se voit de partout, et ça, c'est un peu au choix de chacun. Alors, Gaëtane Bossard, c'est le 4e site le plus visité. Les recettes de ce succès, on les connaît, c'est la beauté de la Tour Eiffel. C'est quoi l'idée? Comment on peut faire revenir, réintéresser, on va dire, des Franciliens à la Tour Eiffel? Oui, parce que vous disiez, ils sont très peu nombreux. Il y a 10% de Franciliens, 2% de Parisiens seulement, alors que la Tour Eiffel reste un symbole pour tout le monde. Est-ce que c'est trop cher, la Tour Eiffel, par exemple? Est-ce que les tarifs, ça peut rebuter? Quand on est étranger, on vient à Paris, on sait qu'on a un budget de dépenses, etc. Quand on est voisin, on se dit, c'est 25 € pour aller au 3e étage, ça a augmenté un peu. Est-ce que par rapport aux autres monuments, c'est plus cher? Est-ce que ça peut être un frein? Alors, par rapport aux autres monuments, c'est pas plus cher. Si vous avez... Beaucoup de Parisiens vont à New York, vont à l'Empire State Building, ils vont payer beaucoup plus cher et ils viennent pas à la Tour Eiffel. Donc, et puis c'est beaucoup moins cher, 25 € qu'une place de cinéma, pas une place de cinéma, mais une place de spectacle, un match de foot. Vous voyez, tout doit se comparer. Et après, pour les jeunes publics, on a des tarifs à moitié prix. Si vous prenez l'escalier, c'est encore moins cher. Les 25 €, c'est quand vous prenez les ascenseurs pour monter jusqu'au sommet. Alors moi, je passe très souvent devant la Tour Eiffel. Il y a eu d'énormes travaux qui ont été faits l'année dernière. Maintenant, il y a un mur de verre devant. C'est pour protéger quoi? D'une attaque possible terroriste? Est-ce que la sécurité, est-ce que quand on va visiter la Tour Eiffel en famille, avec des enfants, avec des parents, des grands-parents, est-ce on peut être tranquille? Alors, tout d'abord, l'enceinte sécurisée qui a été mise en place l'année dernière, elle permet aussi de profiter du parvis et des nouveaux jardins qui sont magnifiques. Elle est transparente, c'est vrai qu'elle est belle. C'est pas un obstacle pour la vision. Esthétiquement, tout a été fait effectivement pour qu'elle puisse être fondue dans le paysage. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez venir en famille, vous serez absolument en toute sécurité, et puis vous ne serez pas aussi perturbé par des pickpockets, des joueurs de bonneteau. Malheureusement, sur tous les sites touristiques, il peut y avoir ces types d'activités. Et là, vous êtes vraiment tranquille pour profiter du jardin, et si vous le souhaitez, faire l'ascension jusqu'au sommet. Le mur de verre, il fait partie d'un vaste ensemble d'investissements qui sont programmés par la Société d'exploitation de la Tour Eiffel. Je crois qu'on est presque à 300 millions d'euros jusqu'en 2023, à la veille des JO, en gros. Donc la Tour Eiffel, à quoi elle va ressembler à l'année des JO en 2024, Paris 2024? Qu'est-ce qui aura changé? La Tour Eiffel, vous voyez, on fête cette année ses 130 ans. Donc il faut absolument faire des programmes, il faut la bichonner, il faut la rendre belle. Et pour les JO, bien évidemment, il faut qu'elle soit absolument magnifique. Donc, il y aura des travaux ou ce sera plutôt des lumières, comme on voit souvent, celle illuminée? Alors du coup, ce qu'on va faire, donc, on a eu la partie jardin, on va réaménager le parvis, bien évidemment, on va la repeindre. On est à la 20e campagne de peinture, donc il faut la peindre à peu près. Ce sont des images de drone qu'on voit, c'est ça? Voilà, c'est ça. Donc là, on va la repeindre également. Elle a besoin
d'être un petit peu rajeunie au niveau de la peinture. On va changer un des ascenseurs parce que... Mais la même couleur, rassurez-nous. Alors, elle va juste une petite nuance de couleur, mais elle sera tout aussi belle. Elle sera, voilà, elle sera. Vous inquiétez pas, il n'y a pas de grand changement. Elle sera pas peinte en rouge comme à son tout début. Hein. Donc, voilà. Elle était peinte en tout rouge. Tout à fait. Ouais. Et là, on va rester sur une nuance de brun. Alors, on n'en voulait pas de cette tour Eiffel. Elle était prévue d'être démontée très vite. Alors, elle a été universelle, c'est ça? Effectivement, elle a été très critiquée au départ. Et puis, il était prévu qu'elle soit démontée 20 ans plus tard. Et c'est Gustave Eiffel qui a réussi à la garder sur Paris. Gaëtan. Pour faire revenir la clientèle ou pour la faire venir tout court parisienne, est-ce que, je pense à l'histoire du Louvre où il y a Beyoncé et Jay-Z qui sont venus tourner leur dernier clip au Louvre et ça fait un carton phénoménal. D'ailleurs, les entrées en sont ressenties. Vous avez compris qu'elle pense aux réseaux sociaux, hein, tout de suite. Sûr. Est-ce que on peut envisager quelque chose comme ça? Alors après, est-ce que c'est à vous d'initier ça? Je ne sais pas, mais pour faire une espèce de coup de pub et de redécouvrir la tour et que les Parisiens se disent ah mais oui, elle est là. On va aller voir, c'est vrai, on n'est pas allé depuis. On a tous des souvenirs, on y est allé marketing, petit, on y est allé petit, et puis depuis on n'est plus retourné quoi. C'est vrai qu'on a souvent chez les Parisiens cette idée de dire on y est allé avec les parents, mais il y a aussi l'idée de la transmission, c'est-à-dire que vous-même quand vous êtes parent, après vous allez emmener vos enfants à la Tour Eiffel. Alors bien évidemment qu'on est sur les réseaux sociaux, hein, nous sommes très dynamiques et on va faire du buzz cette année des 130 ans. Il va y avoir plein de surprises. L'avantage quand on est directeur de la Tour Eiffel, c'est qu'on peut appeler n'importe qui et en général les gens répondent positivement. Vous avez eu des gilets jaunes devant la Tour Eiffel? Est-ce qu'il y a eu un impact sur le tourisme, sur les chiffres de fréquentation? Alors effectivement, on a des gilets jaunes depuis plusieurs semaines qui défilent dans Paris. Voilà. Et du coup, effectivement, il peut y avoir un impact. Alors, c'est toujours compliqué parce qu'entre la météo, les gilets jaunes, une météo négative à Paris, la neige, etc., elle peut aussi influer sur notre activité. Mais force est de constater effectivement qu'il y a un impact des gilets jaunes sur la fréquentation. Alors une question, moi qui ai envie d'y aller, là, on attend beaucoup ou pas? Parce que l'idée de voir des longues files avant de pénétrer dans le fameux ascenseur et de monter, ça rebute un peu, quoi, c'est vrai. Alors c'est souvent le reproche qui nous est fait, hein, c'est l'attente. En fait, vous avez deux périodes. Vous avez la période de haute saison, donc c'est Noël, Pâques, juillet, août. Alors c'est un peu comme bison futé. Il faut éviter d'aller à la tour puisque les visiteurs étrangers viennent à la tour. En dehors de ces périodes, si vous prenez votre billet par Internet... Il n'y a pas une appli qui existe parce que Gaëtane Bossard, c'est une spécialiste des applis, elle vient en parler souvent. Une appli qui permet d'y aller aux heures creuses, je sais pas, ça existe ou pas? Alors, pas à ma connaissance, mais il n'y a pas d'appli parce que les applis, c'est bien quand vous y allez régulièrement. Hein, là, vous voulez que les gens y aillent à nouveau régulièrement, donc ça pourrait être une idée. On a un site internet qui est hyper bien fait, où vous pouvez prendre votre billet sans problème, c'est rapide, et on va l'enrichir bien évidemment hein, sur les prochains mois. Et puis l'idée donc c'est effectivement de prendre son billet par Internet et de faciliter votre parcours. La Tour Eiffel a reçu l'an dernier 6 millions de visiteurs. Est-ce que c'est le maximum? Est-ce qu'il y a un objectif de progression? Lequel? Alors, du coup, effectivement, on est à 6 millions, on a 2 ascenseurs. Quand on aura notre 3e ascenseur, qu'on est en train de remplacer... Il y a 6 millions de gens qui passent sur 2 ascenseurs, en gros. Il y a 6 millions de gens qui passent sur 2 ascenseurs, voilà. Et là, quand on aura le 3e ascenseur... Il ne faut pas de problème de boulons, là. Ils sont entretenus... ils sont entretenus. On a des équipes formidables à la Tour qui sont vraiment des spécialistes, qui ont une vraie expertise sur les ascenseurs. C'est absolument... magnifique hein, de les voir travailler. Et du coup, effectivement, l'objectif, c'est à terme d'arriver à 7,5 millions de visiteurs à la Tour Eiffel. Votre bureau, il est au dernier étage de la Tour Eiffel? Vous avez cette chance-là ou pas? Alors Cyril, c'est une question qu'on me pose fréquemment. J'en rêverais bien évidemment le matin d'aller travailler. En fait, vous êtes au sous-sol et vous êtes en dehors de Paris, c'est ça? Non, je suis pas ni en province, ni en banlieue, ni voilà, je suis à Paris, mais effectivement, je suis près de la Tour Eiffel. Bon, est-ce que vous l'aimez toujours? Alors, ça fait 3 mois et demi, je crois, que vous êtes en poste. Hein. Vous êtes donc le directeur général de la société d'exploitation de la Tour Eiffel. Mais bon, elle doit vous procurer quand même des petits embêtements au quotidien, etc. Est-ce que ça ne vous enlève pas cette fascination pour ce monument, voilà, que le monde entier nous envie quand même, il faut le dire? Ah bah moi je suis, vous avez utilisé le mot, hein, moi je suis fasciné par la Tour. Elle a un pouvoir d'attraction, elle a cet aspect magique et vraiment moi je suis très fier des équipes de la Tour. Hein, je les vois aussi travailler quand on est à la tête
d'un tel monument, on peut être que très fiers, puisque la tour, c'est le symbole de Paris, de la France, et c'est aussi un peu un symbole de l'humanité, quelque part. Est-ce que vous la prenez encore en photo quand elle clignote le soir, ou c'est fini ça? Alors, je la prends pas en photo, mais je m'arrête. Je me suis toujours arrêté quand elle scintillait. Quand je marche et que je la vois scintiller, je stoppe et je l'admire. Patrick Branco-Ruiz, vous êtes donc directeur général de la société d'exploitation de la Tour Eiffel, dans une direction générale importante. Comment on a nommé là? Comment on devient patron de la Tour Eiffel? Alors on devient patron de la Tour Eiffel parce que on connaît les secteurs, on connaît la gestion, on connaît les ressources humaines. Vous êtes nommé par qui? Alors j'ai été nommé par un conseil d'administration, le conseil d'administration de la société de la Tour Eiffel. La Tour Eiffel, elle appartient à 99% à la ville de Paris et à 1% à la métropole. D'accord. Vous étiez en poste, je crois, au Bangladesh, dans une autre ville. Vous êtes passé du Bangladesh à la Tour Eiffel. C'est un parcours... Alors effectivement, j'ai eu un peu plusieurs vies. J'étais à une époque diplomate au Bangladesh. Et c'est important d'avoir cette vision aussi internationale, de savoir un peu ce qui se passe en Asie. Elle est connue au Bangladesh, la Tour Eiffel, pour terminer? Elle est connue, avec Zinedine Zidane. Merci Gaëtane Bossard. En tout cas, grâce à vous, peut-être franciliens, des Parisiens reviendront fréquenter la Tour Eiffel, puisque apparemment, c'est votre but aussi. Vous voulez que les Parisiens et franciliens se la réapproprient. Merci Gaëtane Bossard. Vous dirigez les pages Hauts-de-Seine du Parisien. Merci d'être régulière dans cette émission. Merci beaucoup Patrick Branco-Ruiz, directeur général de la société d'exploitation de la Tour Eiffel. Nos amis de Télé5 Monde qui nous regardaient ont sans doute maintenant de nouvelles idées par rapport à cette magnifique dame. Voilà, on regarde la météo ensemble. Vous allez voir qu'il fait beau partout dans le pays. À tout de suite. La météo vous est présentée par l'Assemblée des départements de France. C'était la météo avec l'Assemblée des départements de France. Voilà, nous allons maintenant du côté du monde, puisque en quelques minutes vous allez regarder ce qui s'est passé dans l'actualité du monde ces dernières heures. On commence par Donald Trump qui va déclarer l'urgence nationale pour financer le fameux mur frontalier avec le Mexique. On se retrouve après, à tout de suite. Merci à vous. Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous ont présenté le Journal des territoires. Eh bien, démocrates et républicains se sont mis d'accord sur donc un texte budgétaire. Ça permet de renflouer les caisses de l'État, d'éviter un nouveau shutdown, comme ça a été le cas, vous savez, de fin décembre et tout le mois de janvier. 800 000 fonctionnaires n'ont pas été payés pendant 35 jours. C'était le plus long shutdown de l'histoire des États-Unis. Un silence, recueillement et émotion ici à Parkland, en Floride, et cela un an, jour pour jour, après la fusillade qui a fait 17 morts dans ce lycée. À la Maison-Blanche, une semaine plus tard, face au président, de la colère aussi. And I'm pissed, because my daughter I'm not going to see again. She's not here. She's not here. She's in North Lauderdale, at whatever it is, King David Cemetery. Les jeunes de Parkland ne renoncent pas. Ils ont même un objectif majeur, influencer les prochaines élections en 2020.
Lorsqu'elle arrive au tribunal après une nuit en prison, Maria Ressa disparaît presque sous les objectifs tant l'affaire fait du bruit. Poursuivie pour diffamation, passible de 12 ans de réclusion, la journaliste philippine ressort finalement libre sous caution. Elle a dû verser 100 000 pesos, 1 700 €. C'est la 6e fois qu'elle doit payer pour regagner sa liberté. Le comité de protection des journalistes a dénoncé une tentative de réduire le média au silence. Il a appelé les autorités à libérer celle que le magazine américain Time a distinguée l'an dernier comme l'une des gardiennes de la liberté d'expression contre la machine de propagande du président Duterte et les exécutions extrajudiciaires liées à sa guerre contre le narcotrafic. Depuis le début de la protestation en décembre dernier, ce sont eux qui fédèrent les milliers de manifestants contre le régime. Ni syndicats interdits dans le pays, ni partis politiques, l'association des professionnels soudanais a gagné en quelques mois la confiance de la rue. Il n'y a pas de place pour le moindre compromis. Mais pour l'heure, le régime reste droit dans ses bottes. Et comme pour répondre à ceux qu'il qualifie de comploteurs, Omar El-Béchir s'est offert une revue des troupes devant cette unité paramilitaire des forces de défense populaire.